Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Expérience et réflexion qui explore en fait les métiers de la tech et du digital, qui explore les projets, les talents aussi africains, de la diaspora bien sûr, et aussi qui parle en fait des expériences et des parcours des personnes qui ont vécu à l'étranger, qui sont allées étudier à l'étranger, qui sont allées travailler à l'étranger. Et aujourd'hui, on est en présence de Andy Pazaï, notre invité du jour. Alors, il va nous partager son expérience qu'il a vécue au Maroc et aussi il va nous parler de sa création de contenu qu'il fait parce qu'après, c'est un influenceur food. En tout cas, il aura l'occasion en fait d'en parler durant cette entrevue. D'accord ? D'accord. Alors, Andy, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, bien sûr. Andy Pazaï, créateur de contenu food, comme elle a dit. Ingénieur génie civil, en même temps chef projet social media. Voilà. Et peut-être bientôt entrepreneur, on pourra rajouter ça sur la liste. Waouh, donc tu as plusieurs casquettes en fait. Oui, je suis si on veut bien multipotentiel. voir. Bah, c'est intéressant. Alors Andy, bon, je me rappelle, on s'est rencontrés quand on était au Maroc, Ouais, étudiant. étudiant et tout. Déjà, qu'est-ce qui a motivé en fait ton arrivée en fait au Maroc? Au Maroc, de base, moi, j'ai toujours voulu faire l'architecture. Oui, j'ai toujours voulu faire l'architecture. Donc, Ok. on cherchait une école d'architecture D'accord. et on tombe sur une école qui nous dit qu'elle fait l'architecture. Voilà, donc Ok. je vois que c'est cycle, on me met en prépa d'un cycle ingénieur. Prépa d'architecture. Depuis quand il y a prépa en architecture, donc moi-même j'étais mélangé. Au final, mon père a dit bon, ça va, on change d'école. Donc du coup, c'était assez compliqué de trouver une école d'architecture Ouais. comme ça. Donc je me suis lancé dans l'ingénierie du génie civil et puis bah, je suis resté là en même temps quoi. D'accord. Donc, pourquoi tu as choisi le Maroc et pas un autre pays? Bon, en général, il y a d'autres qui vont en Europe et tout. Bon, De base, l'architecture, il faut voir qu'il faut un certain nombre de points au bac pour pouvoir pour intégrer une école intégrer. d'architecture. Ok. Et moi, il me manquait 2 points seulement. À cause de 2 points seulement, on ne voulait pas me laisser rentrer. Finalement, il y a l'école d'architecture de Carthage en Tunisie, c'est ça, non, Carthage, c'est en Tunisie. Oui, Oui. je pense Et il normalement. m'avait accepté et mon père a dit non, c'est nettement mieux le Maroc parce que lui, il avait déjà fait le Maroc. Maroc. Ah, Non, c'est ok. nettement mieux le Maroc. Donc, on a recherché une école au Maroc. L'école qui a accepté, c'était cette école, université privée. On a dit qu'elle faisait. C'est comme ça qu'on a intégré là-bas. Waouh, intéressant quand même. Et du coup, quand tu es arrivé déjà, est-ce que tu avais une idée du Maroc avant d'arriver? Ou bien bon, vu que ton père était déjà au Maroc, est-ce qu'il vous a partagé en fait ton expérience? Est-ce que tu étais plus ou moins averti de ce que tu allais trouver au Maroc ou tu avais une idée préconçue? Aucune idée. Moi, j'avais hyper peur. C'est un pays musulman. J'avais déjà quitté la Côte d'Ivoire, mais j'avais jamais vécu aller vivre carrément à l'étranger. Ok. Voilà, j'avais peut-être quitté la Côte d'Ivoire pour un séjour point bas, mais aller vivre à l'étranger, ça, jamais. Et je savais pas ce qui m'attendait, mais j'ai été quand même un tantinet agréablement surpris. Ah bon? Parce que je m'attendais à pire. Honnêtement, Ok. je pensais qu'il n'y allait pas avoir d'église, je pensais que j'allais être hyper isolé avec mon père, mais pas du Ouais, tout, pas du je tout. vois, je vois. J'étais quand même quelque part agréablement surpris. D'accord. Est-ce que tu peux te rappeler un peu et nous raconter tes premières semaines quand tu es arrivé? Oh là, la première semaine quand je suis arrivé, c'était assez intéressant. Le froid, la première sensation c'était le froid. C'est quand tu sors de l'aéroport, Très bien. le choc thermique. Ah là là. Je pensais que j'étais la J'étais seule. pas prêt. Non, j'étais carrément pas prêt pour ça. Ce choc pensais que t'étais la thermique là, seule. j'étais pas prêt. Et quand j'arrive, mon père il m'accueille. En fait, ce qui m'a choqué le plus c'était la fraîcheur. J'avais jamais senti. Voilà. Et je crois, moi je suis arrivé, c'était en 2015. Et c'était un hiver particulièrement. Bon, moins rude que celui de 2018, mais quand même 18, ouais. qui caillait quand même en 2015. L'hiver 2015 c'était quand même. Voilà, donc c'était la fraîcheur qui m'a choqué. Et puis quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait d'autres noirs. Voilà, je me suis renseigné avec des personnes que j'ai trouvées à l'arrêt de bus. Ils m'ont dit qu'il y a des églises. J'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait plusieurs super. églises. J'ai rencontré d'autres nationalités aussi. J'ai côtoyé au quotidien comme ça d'autres nationalités. C'était la première fois. Ça m'a quand même plu. Ouais. Par contre, je pensais que j'allais être ami au Marocain, mais que nenni. Voilà. Ah bon? Ouais, j'ai pas eu d'amis marocains en vrai. Même à l'école? Déjà, quand tu es arrivé à l'école, comment ça s'est passé, l'intégration? Est-ce que tu étais confronté à des choses ou bien c'était très fluide? Tu peux nous expliquer un peu ce passage? Moi, l'université où je suis arrivé, l'université privée, il y avait beaucoup de Noirs que de Marocains. Oui, beaucoup. Est-ce que je peux te le nom de l'école? Bon, après, il y a les Brésiliens, donc c'est mieux, je ne dis pas. Oui, tu Donc, peux. quand j'arrive,
Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants noirs, beaucoup de nationalités. Et j'avais un ami avec qui j'ai fait le bac, on s'est trouvé dans la même université. Donc, du coup, c'était quand même chill. Voilà. Les Marocains, il y avait très peu de Marocains. Mais il y avait une fois un accrochage comme ça où m'a tellement énervé. Mais après ça, pas grand chose. Pas grand chose, ça s'est bien passé. Voilà. Ils ont été accueillants. Oui, quand même. Il y avait beaucoup plus de noirs, j'étais obligé. Donc effectivement, on se rend compte que quand on est au Maroc, du moins quand on arrive au Maroc, on voit beaucoup plus de subsahariens comme nous. C'est pas quelque chose qui est très, on va dire isolé, fermé. Voilà. Le Maroc est très ouvert comme pays, ils accueillent plusieurs nationalités. Ça c'est très bien. Moi aussi j'ai remarqué ça. Déjà dans mon école aussi, il y avait beaucoup plus de subsahariens. On faisait que ce sont des universités privées, pas le public. Oui, parce que après j'ai eu à faire le public, c'était un tout autre décor. D'accord. Voilà. C'était différent. C'est très différent. Quand je finis, j'arrive dans l'école, je vois qu'il ne faut pas l'architecture, je change l'école. Et là je pars à Marrakech dans une école. À Marrakech, donc la première année quand tu es arrivé, c'était à Casablanca. À Casablanca. Oui. Ok, d'accord. Donc l'année qui suit, je pars à Marrakech dans une université privée. Ok. Et là, j'étais déjà le seul Ivoirien. On n'était que 6 noirs dans toute l'école. Et là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 noirs. J'étais le seul Ivoirien. On arrive pour manger marocain parce que j'étais à l'internat. Je ne vais pas trier. La première journée, j'ai appelé mon père pour dire que je ne peux pas la nourriture. Donc, je ne peux pas. J'ai essayé le premier jour, deuxième jour. Mais tu n'as pas. Je ne pouvais pas. Après, les Ivoiriens, en général, ils sont très attachés à leur nourriture. Exact. Du moins, on est très attachés à notre nourriture ivoirienne. En fait, c'était vraiment le choc culturel. Parce que quand j'étais à Casa, je mangeais ivoirien, je mangeais africain, je mangeais subsahélien. Mais quand tu es arrivé à Marrakech, brutalement, directement la nourriture marocaine. Et j'étais pas vraiment habitué. Il y a certains plats qui passaient, honnêtement. Genre le couscous. Le poulet aux olives. Mais à Rira, je n'ai jamais gommé jusqu'à présent. Mais le tagine, ça va? Oui, le tagine, ça va. Et là, dans l'école, du coup, beaucoup plus de Marocains, en plein coup. Vous êtes en train de faire le cours en français et en plein coup, on passe dans la Rija. Oui, et au départ, quand on se plaignait, ils révélaient, mais souvent ils s'en foutaient, ils continuaient le cours en Darija, tu vois, il y avait un peu de ça. C'était pas évident côté langue. C'était pas évident. Après, c'était pas aussi évident pour eux. Oui, parce que c'est ça, parce que eux, Voilà, exactement. Ils ont grandi avec cette langue. C'est comme nous, on a grandi plus ou moins avec le français, ils ont grandi avec le Darija. Donc, ils ont dû, à un moment de leur vie aussi, switcher en français. Exactement. Et du coup, la partie Darija est plus présente dans leur culture. Donc, c'est difficile, en fait, de se dire que on va, voilà. Donc, ils switchaient un peu. Effectivement, nous aussi, de notre côté, c'était un peu compliqué de comprendre, mais... Tu as concentré, un coup comme ça, on change de langue, tu comprends pas, voilà. Et tu te mélanges dans les compréhensions. Donc, j'ai fait comme ça 3 ans à Marrakech, 2 ans, avant de revenir sur Casa. Et continuer dans une université privée encore. Ok, je comprends. D'accord. Mais tout ton parcours, ça s'est bien passé. Déjà, quand tu es arrivé, tu as pu faire ta carte de séjour et tout ça. Dans les 3 mois, je pense qu'on a 3 mois qu'on arrive. Oui. Je ne savais pas. J'ai eu ces soucis-là dans les 3 premiers mois, je ne les savais pas. La première année, même si j'ai littéralement fait la première année sans carte de séjour parce qu'il y a des documents que... il y a des documents que je n'avais pas. C'est quand je suis arrivé à Marrakech. Avec la nouvelle école, j'ai eu toutes les attestations. Mais attends, quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas l'information que je devais faire carte de séjour. Ok, je comprends. Donc il y a des documents que j'ai laissés ici, qu'il fallait refaire, envoyer. Et que tu es arrivé là-bas. Oui, c'est ce que j'expliquais. C'est ça, c'est ça. Donc c'était tellement compliqué. Et donc là, c'est la seconde année que j'ai pu avoir vraiment la carte de séjour. Le séjour, ok. Oui. Quand j'ai commencé, quand je suis passé à Marrakech. Quand tu as changé d'école. Quand j'ai changé d'école, c'est là que j'ai pu avoir la carte de séjour. D'accord, je comprends mieux. Et c'était un peu ça. Avec l'homologation. Avec l'homologation. Ok. Et là, j'étais au public. Et quand tu es au public, c'est beaucoup plus facile d'avoir la carte de séjour que quand tu es dans une école privée. Privée, pourquoi? Oui, à cause des documents. Les écoles privées, il faut souvent justifier. Il y a certains justificatifs comme qu'il faut avoir. Okay. Pour les écoles publiques, il n'y a pas ça. En fait, c'était beaucoup plus facile. Plus fluide. C'était trop fluide. Mais est-ce que pour entrer dans une université, par exemple, publique, est-ce que il y a un concours que tu as eu à faire? Tu t'es juste inscrit comme ça? Non, on est passé par l'AMCI, je crois. C'était l'AMCI. L'AMCI? Oui, qui s'occupe des étudiants étrangers. Étrangers, Maroc, oui. pour s'inscrire dans les écoles Voilà, c'est une structure si tu veux t'inscrire dans une école. Généralement, c'est l'AMCI qui gère même les boursiers. Ok.
quand tu vis en tant que boursier, c'est l'AMCI qui gère ça. Donc, si en tant qu'étudiant subsahárien, tu veux intégrer une école publique, bah, tu es obligé de passer par l'AMCI. Et du coup, on avait fait des demandes. Toutes nationalités confondues? Toutes nationalités confondues. Ok. Donc, j'avais fait des demandes. Le siège est à Rabat. Tu pars à Rabat, tu fais la demande des écoles que tu veux intégrer. Puis voilà, s'il y a un concours, ils vont te dire il y a un concours à passer. Voici ce que tu dois faire pour passer le concours. Ok. Mais si tu es étudiant étranger, que tu veux intégrer une université ou une école public au Maroc, oui, ou semi-public, semi-privé et tout, tu dois passer par eux. Et donc, du coup, tu as pu avoir ton diplôme? Pas du premier coup. Quand là, l'école à Marrakech, c'était l'Institut spécialisé des travaux publics. Donc là, c'était pour faire le DUT. Après le DUT, il fallait... DUT qui est équivalent quoi, à la licence? Au BTS. Au BTS, ok. Donc après ça, il fallait maintenant intégrer... Bac plus 2. Voilà, un Bac plus 2. Donc après ça, il fallait intégrer maintenant une école d'ingénieur. C'est là que les vrais problèmes vont commencer pour moi. Déjà, c'était hyper compliqué. Les inscriptions qu'on faisait, ça passait pas. Au départ, ils ne nous avaient pas dit qu'il fallait passer par concours. Ah, donc il y a eu un concours pour que quand tu as fini ton Bac plus 2, voilà, moi j'ai fait la demande. Non, j'ai fait une demande au niveau de l'AMCI pour intégrer une école d'ingénieur. Parce que j'étais considéré comme un étudiant marocain. Un étudiant, c'est ça. Donc j'avais le diplôme marocain. Tout, donc, comme tout autre Marocain, moi, je n'ai pas postulé pour intégrer une école d'ingénieur avec mes diplômes. C'est ça. Mais ils ne m'ont pas dit que voilà, il fallait passer par un concours. Ouais, ils n'ont pas dit passer par un concours. Donc, moi, j'attends toujours en me disant non, cette année, première année, 0, on ne m'appelle pas. Wow. Donc, je vois que je vais perdre une année comme ça. Une année facilement comme ça. Facilement comme ça. Donc, mon père et moi, on tempête comme on veut. C'est la seconde année qu'ils nous disent. Mais en fait, il fallait passer un concours, c'est pas un concours. Donc tu vas auprès vu que tu es considéré comme un étudiant étranger et tu as le diplôme marocain, tu n'es plus obligé de passer par nous. Tu vas directement auprès des universités publiques et tu passes le concours. Donc c'est vrai que j'ai littéralement perdu 2 ans en 2018 et 2020. Et c'est en 2020 que mes parents ont dit, bon, je vais passer le concours. Oui. Et puis après, ma mère m'a dit, bon, c'est bon, tu intègres l'université publique, privée. Ouais, je devais passer le concours, intégrer les écoles... public d'ingénieurs et c'était pendant le confinement. C'est là que le confinement est arrivé. Ok. Donc je devais passer les concours. En 2020. En 2020. Je devais passer le concours, je crois, en juin 2020 par là et le confinement est tombé. Voilà. Et pendant le confinement, moi j'étais hyper content parce que je me disais qu'enfin ça va ralentir les autres. Moi j'ai pu bosser sur la maison. Tu pourras souffler un peu, tu pourras. Voilà, parce que je me disais que j'étais en retard sur les programmes et tout. Donc moi je bossais seul à la maison et j'étais pas là à ne rien foutre comme ça. Donc je suivais sur YouTube J'essayais de... Voilà, vu que j'ai fait pratiquement 2 ans sans aller à l'école. Donc les cours et tout, je les resuivais sur YouTube, même ce que j'avais déjà fait. Je bossais seul à la maison pour pouvoir préparer le concours en fait. Parce que je me disais que je ne veux pas perdre encore une année de plus. Mes amis sont en train d'avancer. Moi, j'étais cette école-là. Donc moi, je me formais tout seul sur YouTube, vu que j'avais déjà des programmes quand même. Attends, donc c'est là que tu as commencé. Non, là c'était juste purement par rapport à tes études et tout. Voilà, tu étais allé sur YouTube pour t'informer. Voilà, pour me former. Mais quand le confinement est arrivé, il faut dire aussi que pendant ces 2 ans-là, j'ai littéralement fait une dépression en fait. Oui, ça c'est... Entre... tu vas pas à l'école, il y a le stress de ça. Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu t'es venu au Maroc pour un objectif et finalement tu sais pas si ça va aboutir ou pas. Il y avait ce stress-là et tout. Et j'avais littéralement fait même une dépression. Et du coup, c'est là aussi que j'ai commencé les bricoles au monde pendant... je cuisinais pour faire passer la dépression. Et pendant le confinement, je cuisinais beaucoup plus et je filmais pour mettre sur... Alors ça, c'est intéressant. Comment tu es passé de cette dépression à ta passion pour la cuisine, du moins, au début? On arrive au confinement. Pendant que j'étudie pour pouvoir passer mon concours, je crois au début du confinement, je craque et j'ai une amie qui, Dieu merci, connaissait une psy qui m'a... Donc, je faisais la thérapie en conférence avec elle. D'accord. Et de base, moi-même, j'aimais beaucoup cuisiner pour faire passer le temps. Pendant... mon laps de temps où je ne partais pas à l'école, là, je cuisinais beaucoup. Ok, donc, en tant qu'étudiant à l'étranger, tu cuisines forcément. Tu cuisines forcément, et là, tu n'as rien à foutre. C'est ça. Tant mieux, tu cuisines, quoi. C'est ça. Donc, je lui disais que moi, j'aimais bien cuisiner souvent pour passer le temps et tout. Ok. Et elle m'a dit, continue cette activité-là. Donc, moi, je cuisinais, je prenais des photos, je mettais en statut WhatsApp. Et des amis de Marrakech m'ont dit, va dans des groupes de cuisine Facebook. Donc, je pars dans des groupes de cuisine Facebook, je vois que ça prend.
ça plaît bien. Là-bas, il faut rédiger la recette, tu ne plaques pas juste la photo. Ah, ok, il y a tout un process. Voilà, donc là-bas, je rédigeais la recette, je mettais. Et puis, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas ta page du coup? Et je me suis dit, bof, à la fin du confinement, j'ai créé la page tout simplement. Et j'ai créé la page le 18 mai, donc le 17 mai, d'accord. Donc cette année, ça va faire 5 ans bientôt. Ça va faire 5 ans. Ouais, ah, 5 donc ans. tu as fêté l'anniversaire des bricoles gourmandes. Ouais, c'est dans le programme normalement. Ok. C'est dans le programme. Donc c'est comme ça que, au sortir du confinement, je crée la page et la communauté commence à se construire. En même temps, ma mère m'appelle pour dire, bon, c'est bon, tu retournes à l'école privée, on va te payer une école d'ingénieur. J'ai dit, mais c'est super. Donc du coup, c'est pendant ta période où tu étais à l'école, du moins, tu savais pas si tu allais aller à l'école privée ou publique, que tu as commencé à faire les bricoles, du moins, comme ça, à cuisiner et à poster. À poster. Ok, voilà. D'accord. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai intégré l'école privée. Ouais, j'ai intégré l'école privée, et puis bof. C'était un souffle, donc c'est là que j'ai continué. D'accord, c'est intéressant. Du coup, quelles étaient tes stratégies d'intégration, puisque, du moins, de survie ou bien pour passer en fait, à part la cuisine, cette partie de transition et de dépression, ou bien de mood où tu sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que tu avais une communauté, tu avais des amis, tu avais un système support, soutien, je sais pas, comment ça s'est passé en fait, socialement parlant? Déjà, moi, malheureusement, je n'ai pas pu m'intégrer auprès des Marocains. Okay. Malheureusement, à cause de la barrière de la langue, du choc culturel et tout, je n'ai pas pu. Et je me disais même pas sécurité, mais c'était préférable de ne pas s'approcher d'eux. Voilà, pas sécurité, c'était vraiment préférable de ne pas s'approcher d'eux. Okay. Mais quand même, j'avais des amis subsahariens, surtout la communauté à l'église. J'étais beaucoup investi, on avait une communauté des frères avec qui j'étais, je peux dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. À ne pas être seul. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et pour quelqu'un qui était hyper introverti, c'est comme moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais comme un escargot. Je ne sortais jamais de la maison. Sérieusement? Au point où un jour ma mère m'appelle, elle a vu que je n'étais pas à la maison, elle a paniqué. Wow. Quand je lui ai dit à ma mère que c'est-à-dire elle n'est pas habituée à ce que tu sortes et tout. Je ne sors jamais. En Côte d'Ivoire, soit je suis à l'école, je suis à l'église, je suis à la maison. Tu ne vas jamais me voir en dehors de ces 3 lieux-là. Jamais. Je ne sors jamais de ces 3 lieux. École, maison, église, c'est les 3. Et là, ma mère m'appelle, non, je ne suis pas à la maison, je passe la nuit chez des amis. Depuis quand? T'as changé, hein? Elle a paniqué, elle a appelé mon père. Là. Non, elle avait paniqué. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé, cette fratrie-là. Voilà, en vrai, c'est eux qui sont près de eux, je me suis intégré, c'est eux qui m'ont aidé à vivre la route du Maroc. Voilà. D'accord, très bien, c'est intéressant ça. Parce qu'il y a des étudiants, en fait, quand ils arrivent, ils ne savent pas qu'il y a tout ça, en fait. Ils ne savent pas qu'ils vont retrouver une communauté, qu'ils vont retrouver peut-être des anciens, qui vont les aider, qui vont les conseiller. Exactement. Et après, l'erreur que les gens font, c'est de rester communauté, c'est-à-dire c'est de rester entre Ivoiriens, entre ceci, entre... C'est moi, j'avais très peu d'amis ivoiriens, parmi mes amis. Tu avais plus des amis d'autres nationalités? D'autres nationalités. Ok. Qui ivoiriens. C'est à Casa que c'est à Casa même que j'ai marché les Ivoiriens. À Marrakech, mes amis étaient totalement étrangers. Totalement. J'avais une seule amie ivoirienne, Annick, mais à part ça, la majeure partie, je n'ai jamais intégré l'association des Ivoiriens. Jamais. Genre l'association des étudiants ivoiriens. Jamais intégré cette association. Je marchais qu'avec des étrangers. D'accord. Qu'avec des étrangers en fait. Tu vois, donc il ne faut pas rester communautaire, se dire que comme je suis venu, je vais rester qu'avec des Ivoiriens. C'est intéressant, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai plus accroché avec des étrangers. Je comprends. Beaucoup plus. Et du coup, quand tu as décidé, du moins, avec la famille, tu as décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. C'était en 2023. En 2023, je rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, de base, moi-même, je voulais venir pour rester. Mais on m'a dit non, viens juste pour un temps. Parce que, un moment. Mais depuis 2022, moi, je voulais vraiment rentrer définitivement. Mais quand tu rentrais, tu avais fini tes études, tu avais eu ton diplôme, Non, je n'avais pas eu le diplôme. Tu vois, parce que le diplôme d'ingénieur, il me fallait valider, revenir faire la 5e année, valider un module. D'accord. Pour avoir le diplôme et tout. Et comme moi, je prends goût à Abidjan. D'abord, je venais juste pour les obsèques de ma grand-mère. Et ensuite, faire un petit stage et tout, après retourner. Ok.
tu vois. Et D'accord. là, je commence à travailler, les bricoles commencent pètent. Attends, comment tu as décidé de transférer ton projet Les Bricoles Gourmandes du Maroc en Côte d'Ivoire? Je viens en vacances en 2021, les premières vacances en 2021, après 5 ans sans vacances. Et tu sais, quand tu voyages, Internet, les gens aiment ça, quand tu bouges. Ouais. Donc quand je viens en 2021, ma page pète. Ça Wow. pète, ouais. Donc c'est très intéressant, là je fais 1 mois. Je décide de revenir en 2022. En 2022, je vais faire 3 mois, j'ai fait 8 mois. Oui, je vais faire 3 mois, j'ai fait 8 mois. Intéressant. Et c'est là que j'ai mes premiers partenariats. Je suis passé de 2000 à 25 000 abonnés. Waouh. Tu vois, c'est En quelques mois? en quelques mois, Ah, de 2000 à 25 000 abonnés. intéressant. La notoriété était mais folle, tu vois. Moi, le petit étudiant perdu dans les agglomérations de Casa, je côtoie les grandes personnalités, je côtoie des influenceurs, des acteurs que je voyais à la télé, je côtoie des présentateurs télé. Et ça passe vite, c'est-à-dire que dès que tu les côtoies, ils t'accueillent. En fait, dès que j'ai atteint les 10 000 abonnés, Mhm. mais ça allait à la vitesse de la lumière. Tu vois, tu as quelqu'un qui t'écrit que bonjour, je vois tes vidéos. Quelques mois, je vois la télé depuis que je suis petit, tu m'écris sur Instagram pour me dire que tu me kiffes. J'étais là. Il y a 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 abonnés. Du tic ou tac. Waouh! Ok, d'accord. Et après ça, je retourne au Maroc. Mhm. Je retourne au Maroc en 2023 et 23. tout. Et j'avais commencé je vais commencer le module et je vais revenir. Quand je vais revenir, je vais faire en ligne. Donc je reviens et tout et je fais en ligne. Là, je vais maintenant valider le dernier module. Ok. Donc du coup, je devais repartir au Maroc pour valider le dernier module. C'est ça. Mais en temps, je commence à faire des stages, je commence à travailler. La page, je commence à faire du gros tournage maintenant et tout. Ça commence à décoller. L'argent ça commence à rentrer. Je me rentrer. dis, bon, ok, et si on prenait un peu une année sabbatique pour travailler et tout. Donc pendant que je travaillais, les bricoles commençaient à grandir. On m'invitait dans les émissions télé. Après, on m'appelle pour une émission télé Canal+. Je dis, ok, là, on va Là, c'est sérieux. C'est beaucoup plus que sérieux. On va se concentrer dessus. intéressant. Voilà. Ouais. Donc, du coup, déjà moi-même, je me sentais plus à l'aise au Maroc. Mhm. Ok. Plus à l'aise parce que j'avais besoin de la chaleur de chez moi, j'avais besoin Ouais, de j'imagine. l'ambiance de chez moi. Et faut dire que en temps, la communauté avec laquelle je me suis intégré n'était plus si rose que ça. Donc du coup, j'étais maintenant isolé. T'étais plus... Après le confinement, j'étais mais vraiment isolé. Voilà, j'étais Il y a eu un changement, il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Ouais, c'est ça le relations Maroc. qui ont été Il gâchées y a des gens et qui tout. partent, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui viennent, de nouvelles personnes. Ça m'a beaucoup. C'est ce qui même m'a fait chuter dans la. C'est ça, la goutte d'eau qui m'a fait plonger dans la dépression, tu vois. Oh là là. C'est que la communauté avec qui tu es. Les rapports ne sont plus au beau jour. Voilà. Fixe, ouais. Voilà. Donc, du coup, tes seules personnes que tu avais comme famille au Maroc, c'est plus ça. Et en plus de ça, il y a le confinement qui rentre dedans. Donc, j'étais vraiment isolé. Et du coup, c'est quand je retourne à l'université privée, à Casablanca pour continuer, que je me fais une amie, ma meilleure amie du coup, que je rencontre, qui était ma seule amie du coup au Maroc. Donc, c'est vrai que moi, je me sentais vraiment plus. Le climat, plus rien n'allait pour moi, tu vois. En fait, j'étais devenu juste l'homme de moi-même. T'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise. Il n'y avait que la création de contenu qui me tenait en vie éveillée, en fait. D'accord, je comprends. Ouais. Mais après, quand tu prends du recul, est-ce que tu penses que quelque part, ton expérience au Maroc t'a aidé par rapport à ce que tu es venu faire ici en Côte d'Ivoire pour ton retour? Qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu penses que ça a eu comme impact après cette expérience à l'étranger, avec d'autres nationalités, dans un autre environnement que ce que tu avais vécu avant? Ça m'a fait grandir, c'est faible. Si je dis ça m'a fait grandir, c'est un euphémisme. C'est que cette expérience au Maroc, moi j'ai vécu beaucoup de trucs au Maroc. C'est au Maroc que moi j'ai eu toutes mes premières expériences en tout, en amour, en mer, tout. Tu vois? Donc ça m'a beaucoup fait grandir en termes de rapport humain. D'accord. En termes de rapport humain avec... c'est des scoops, hein? Oui, en termes de rapport humain, déjà avec cette famille que j'avais. Donc ça m'a beaucoup fait grandir sur le relationnel humain. D'accord. Voilà. Et moi j'ai eu, je dirais pas la chance, mais la grâce de me faire beaucoup former. C'est-à-dire que d'être dans un milieu où les gens sont beaucoup éduqués. J'ai vu des personnes au Maroc qui sont avec des gens qui ne font que la fête. Waouh.
Je vois. Et moi, j'ai eu des personnes hyper éduquées, hyper intelligentes, hyper concentrées. Ouais, c'est important. Moi, c'est au Maroc que avant même d'intégrer l'école d'ingénieur où j'ai accru ma formation, c'est que j'étais avec des personnes qui m'ont appris l'éducation émotionnelle, qui est un concept qu'on ne connaît pas ici sous nos yeux. L'éducation émotionnelle, c'est avec que j'ai appris la psychanalyse, c'est avec que j'ai appris les rapports humains. J'ai appris tellement de choses. Alors que c'est très important, c'est-à-dire on ne prête pas attention à ça dans certains environnements, alors que c'est important. C'est la bénédiction que Dieu m'a fait. La santé mentale. On se formait entre nous, on s'éduquait entre nous. Tu vois, il y a tellement de choses que j'ai appris. Qui ont été partagées. Et encore, vraiment, c'était une bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que l'école que j'ai intégrée après les 2 ans, je ne pensais pas que si j'avais intégré une autre école, j'allais avoir cette formation-là parce que c'est une école où on ne t'apprend pas qu'à être ingénieur. C'est-à-dire, être ingénieur, c'est apprendre à calculer les structures, point bas. Non, là-bas, on t'apprend à être chef d'entreprise. C'est ça. Donc, tu vas avoir des cours comme le soft skills, des cours comme le leadership. Ça c'est ce que j'aimerais dire aux étudiants, qu'ils arrivent dans une école et qu'on leur donne un programme, prenez toutes les matières au sérieux. Ne négligez aucune matière. Si l'école a mis, c'est qu'elle savait que c'est important. Nous, on avait des matières comme leadership. Leadership, en fait, quand on vient en classe, vous c'est pas prenez le cahier, on te fait un cours. C'est pas un cours théorique. Non. C'est pratique. C'est vraiment pratique. Et j'ai entendu une fois un étudiant dire c'est du n'importe quoi. Et moi, ça me servait beaucoup parce que moi, je sais que j'ai une âme d'entrepreneur. Donc, je sais que c'était des choses qui étaient importantes pour moi. Qui t'aidaient aussi. Voilà. Et ça ne c'est cool là, par exemple, que moi, j'ai appris que je souffrais des problèmes de concentration parce que moi, je suis quelqu'un de... On peut être là en train de causer, puis mon esprit est ailleurs en train d'imaginer quelque chose. J'espère que ton esprit n'est pas ailleurs là. Non, là, ça va, je suis très concentré, tu vois. C'est là qu'on m'a appris, c'est à l'école qu'on m'a appris que je suis introverti, une école d'ingénieur, où on vient pour calculer. C'est à l'école qu'on m'a appris que qu'effectivement, si on était dans d'autres contextes, peut-être dans d'autres pays, cette dimension-là n'avait pas existé dans le programme et tout. Donc, tu vois, en tant qu'ingénieur et futur, en fait, on te prépare à être un futur chef d'entreprise, pas à venir faire les calculs. Et c'est là que j'apprends sur ma personnalité et ce sont des choses aujourd'hui qui me servent. Quand je viens, que je fais mon premier stage, je tombe sur un manager, vraiment un griffe très toxique, tu vois. À l'école, on m'a appris c'est quoi le management américain et français. Et faire la différence sur les styles de management. Exactement, tu vois. J'ai appris ça à l'école. Donc, c'est ça qui m'a permis de pouvoir digérer ce manager-là, tu vois. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais qui m'ont été apprises à l'école d'ingénieur. Je vois. C'est important, en fait. Voilà, donc toutes les matières, vraiment, prenez toutes les matières au sérieux. Si tu vas à l'école de communication et puis on te dit qu'il faut faire design art plastique, s'ils ont mis ça dedans, c'est que c'est parce que c'est important pour vous. Que tu sois à la fin quelqu'un de complet. Exactement, en fait. Et quand tu pars sur le marché de l'emploi, tu es à l'aise, tu es tranquille. Et ça m'a tellement formé qu'aujourd'hui, je travaille dans le monde digital. C'est à cause de ces soft skills que j'ai appris à l'école d'ingénieur que j'ai pu faire ce switch-là. Quand on me dit, mais comment tu as pu faire, comment tu es passé de ingénieur à chef projet digital en fait. Mais c'est parce qu'à l'école, on m'a appris à me vendre. C'est parce qu'à l'école, on m'a appris que dans les cours de soft skills et tout, on te montre ton profil, ta personnalité. Moi, j'ai appris que j'étais multipotentiel et j'ai appris à savoir exploiter ça. C'est ça. Tu vois? On me demande comment tu as passé l'entretien, mais parce qu'à l'école, on fait des cours sur le monde du travail, on fait des cours sur comment pouvoir faire le CV, comment pouvoir faire ceci. Aujourd'hui, mes amis me disent, mais tu as un CV impressionnant et tout, tu vois. Et j'arrive à... Pendant le tournage, je me dis, mais comment tu es arrivé à passer l'entretien? Il a dit, on m'a appris à me vendre. C'est ça. On m'a juste appris à me vendre. Aujourd'hui, je sais me vendre. Mais moi, où tu veux, on m'a appris à me vendre. Et du coup, quand tu étais au Maroc, tu as fait des stages, tu as travaillé au Maroc, ou bien tu as fini tes études et directement tu es reparti? Au Maroc, j'ai eu à faire des stages que l'école demande pour valider les années et tout. Mais c'est ici que j'ai eu vraiment mes premières expériences professionnelles et les plus intéressantes en fait. Et quand tu as eu les stages au Maroc, c'est l'école qui t'a aidé à avoir les stages? C'est toi qui t'es débrouillé pour avoir un stage? La première année, c'est moi-même, je me suis débrouillé avec l'aide de mon père. La seconde année, c'est l'école qui m'a aidé. Ok, d'accord. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, là, c'est ton expérience qui a parlé, ton CV qui a parlé, et c'est allé très vite. Tu as eu besoin d'attendre, ça a pris du temps. C'était... Je ne sais pas si je dis ça après, parce que c'était compliqué. C'était rapide, mais à la fois compliqué. Parce que ici, il faut dire que dans le monde du génie civil, c'est un couteau à double tranchant parce que c'est la chasse gardée des étudiants de l'INP. Tu vois, dans d'autres domaines,
Dans d'autres domaines... Je suis étudiant de l'INP. Mais après, dans le génie civil, c'est compliqué parce que je comprends ce que tu veux dire. Dans d'autres domaines, quand tu quittes à l'étranger... Ils sont privilégiés les étudiants privilégiés. Les étudiants qui quittent à l'étranger ici, dans tous les pays, quand tu quittes à l'étranger, tu as fait des études à l'étranger, tu viens, on te prend en même temps. Les étudiants de l'INHP, ici dans le monde du génie civil, c'est le contraire. Ils ont verrouillé ça. Quelque part, c'est intéressant parce que ça fait valoir l'expérience et la formation locale. Oui, voilà, on est d'accord. d'accord. En même temps, c'est tellement sérieux que nous autres aussi, on a besoin de travailler. Mais tu as eu ton travail en combien de temps? Bon, moi quand même, justement, on m'a appris à me vendre. Ok. Voilà. Et il faut aussi dire que mes parents aussi avaient du relationnel. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir les premiers stages et puis aussi le reste. Mais généralement, c'est tellement lourd que faut. Si tu sais pas relationner, c'est compliqué. Si tu sais pas relationner. Et puis en fait, si tu sais pas aussi, comme tu as dit, te vendre, bien te positionner sur le marché, faire ton CV, te préparer pour les entretiens, ça va valoriser tes compétences et tes expériences. C'est très important. C'est ce que je expliquais, je pense, la dernière fois dans une de mes vidéos. En fait, le truc, c'est quoi? Bon, moi, j'aime beaucoup LinkedIn. Je suis partisan de LinkedIn, on peut dire ça comme ça. Parce que moi, je pense que quand tu viens d'arriver, quand tu as commencé à faire ta première année d'université, je pense que c'est là que tu dois commencer à t'inscrire sur ce réseau social professionnel. Parce que là, tu commences déjà à mettre tes pieds dans le monde professionnel côté réseaux sociaux. Et là, tu peux facilement voir qu'est-ce que les autres ils font. Pour pouvoir facilement avancer dans la carrière professionnelle. Tu as la possibilité de connaître, en fait, d'avoir du réseau là. Du réseau, oui. Tout frais, les gens en fait. sont plus accessibles. Sur ce côté-là. Ça peut être en fonction du domaine. Par exemple, toi, tu es dans, on va dire, le côté food. C'est intéressant que tu sois sur les réseaux comme Instagram, TikTok. C'est plus facile. Imagine si tu faisais tout ça et que tu ne publiais pas sur ce genre de réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, tu allais peut-être tu allais être connu parce que tu as un talent et tout, mais est-ce que tu dirais pas que cette partie réseaux sociaux là a accéléré un peu la notoriété que tu as eue? C'est les réseaux sociaux qui m'ont donné la notoriété. Si on m'enlève les réseaux, je suis qui dans le pays? Non, pas dire ça comme ça. Non, mais en vrai, c'est ça. Si on m'enlève les réseaux aujourd'hui, si on coupe Instagram, on coupe Facebook, je ne suis qu'un simple chef projet ou un simple ingénieur, point. Tu vois, ma notoriété aujourd'hui est basée sur les réseaux. Aujourd'hui, je ne suis pas encore animateur télé hyper reconnu. Tu vois, je n'ai pas encore mon émission à moi-même. Mais tu es un influenceur. Voilà, je ne suis qu'un créateur de contenu qui sait à participer à des émissions télé, à des programmes télé. Même ma fanbase, c'est Internet en fait. C'est ça. Tu vois, c'est pratiquement Internet, les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est ça. En tout cas, c'est intéressant. Après, là, notre vidéo tire à sa fin. Déjà? Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments. Non, je sens que tu es inspiré. Il y a d'autres trucs que tu veux partager. Non, on est là. En tout cas, je suis toute oui. Après, je pense que tu n'as pas parlé de la partie où tu as dit que tu as commencé à faire du contenu avec des personnes que tu connaissais, qui étaient connues et ils sont rentrés en contact avec toi. Cette partie-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es passé tu avais combien d'abonnés avant de quitter le Maroc? Si tu te rappelles. J'avais 2000 et quelques. 2000 et quelques abonnés. Je suis passé de 2000 à 25 000. Et quelle a été ta première action quand tu es arrivé et du moins le premier contenu ou les premiers contenus que tu as fait et que ça a explosé en fait. Tu as eu à collaborer directement avec les gens, tu as montré le décor que les gens, tu étais à Abidjan, tu as commencé à faire des trucs à locaux, à checker, je sais pas. Sur les réseaux, les gens sont friands de l'authenticité. Okay. Et moi, j'ai toujours considéré mes réseaux sociaux comme ma bulle à moi. C'était vraiment... Au départ, c'était ça. J'avais commencé les réseaux pour juste faire passer ma dépression. Hein. Moi, c'était pas pour être star, c'était pas pour être... Je m'en foutais de tout ça. Mes amis m'ont dit, au lieu de publier sur WhatsApp, publie sur Instagram et Facebook. Donc, moi, je faisais mes recettes. Je mettais là-bas, ça te plaît, ça te plaît pas. Toi, non, moi, il m'en fout. Et... Donc, c'était vraiment ma bulle à moi. D'accord. Et... Moi, je viens en Côte d'Ivoire, je fais des découvertes, je pars dans les petits gabadromes, les petits alocodromes. Ça plaît aux gens. Et les gens commencent à s'abonner et tout. Et les gens trouvent que le type, il est simple, il est sympa, il est intéressant. Et même après les 10 000, 15 000, 20 000 abonnés après, moi, dans ma tête, j'étais pas connu. Même jusqu'à présent. Attends, tu vas me dire, après 10 000, 20 000, tu n'étais pas connu. Pas plus tard que avant-hier, le dimanche. J'étais à un événement, les gens me regardaient. Je te jure, je ne comprenais pas pourquoi les gens me regardaient. Je pensais que j'étais mal habillé, j'étais hyper gêné. En fait, tu t'es pas rendu, du moins, tu t'en rends toujours pas compte que tu es quelqu'un de connu. Voilà, en fait. Donc, c'est après quand une me dit « Salut, je te suis », elle dit « Ah, c'est vrai.
C'est à cause de ça qu'on me regarde en fait. Même jusqu'à présent, je ne me rends pas compte de ça en fait. Ce soir, je passe le chemin du travail, une femme qui me dit ah salut, mais ça toujours qu'elle me voit sur l'émission Canal+, Recettes d'Afrique, que je te vois sur Recettes d'Afrique. Et puis j'aime bien tes habits. C'est là où je dis que c'est vrai que quand même je passe à la télé. C'est souvent moi par moment comme ça je me rappelle et puis je publie ce que oui tiens-toi bien, je me suis jamais assis pour regarder l'émission à la télé moi. Il a fallu que ça me chie. On peut faire ça. Tout ce que je vois, c'est ce qu'on publie. Oui, genre one shot, les one petites. shot. Ouais, c'est je ça. Je me suis jamais assis pour regarder l'émission. Et quand je passe à la télé, je ne m'assois jamais pour regarder. Jamais. Toutes les émissions que tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que tu as dit finalement. Est-ce que tu as bien. Je suis toujours gêné de me voir à la télé. Je vois. Je suis toujours gêné de me voir à la télé. Mais tu essaies d'avoir les avis des autres. Par rapport à ton travail, c'est-à-dire que par exemple quand tu finis un projet, tu finis de poster une vidéo importante, est-ce que tu te dis que tu as un cercle qui t'épaule, qui te soutient, qui te conseille aussi, et comment ça se passe ce côté-là? Au départ, c'était que les personnes qui étaient à côté de moi. Voilà. Ludovic Chamakoua, qui fait Ludovic, le couple m'a collé aussi. Oui. Qui me plaît beaucoup au départ. À chaque fois, avant de publier les trucs, c'est vers eux que j'allais. Bon, maintenant, on va dire qu'on a eu de l'expérience. Donc, on sait plus ou moins ce qu'on doit publier. Mais on a toujours des. Aujourd'hui, je présente plus mon travail à mes autres amis créateurs de contenu. J'ai des amis créateurs de contenu, à qui je montre le rendu et tout. Et vu qu'ils sont dans le domaine, ils savent maintenant ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Mais moi-même, déjà, je pense que j'ai un tantinet d'expérience pour savoir ce que je dois poster ou pas. C'est ça. Donc, du coup, tu as construit ta stratégie réseaux sociaux au fur et à mesure, ou bien comment c'était parti sur un truc spontané, authentique, ou bien tu as tout structuré avant de commencer, ou bien quand tu as vu que ça commençait à prendre en griffe, genre à marcher, c'est là que tu as essayé de te structurer et tout. Même pas, tu sais, c'est quand mon entourage a commencé à voir que j'ai de la notoriété, parce que moi-même, je ne m'étais pas rendu compte. Et c'est une fois que j'ai fait une boutade, c'est là que je me suis rendu compte aussi que je me suis assez... Ça dit, j'ai parlé mal à une agence. Sérieusement? Je te jure. Je venais d'avoir les 10 000 abonnés, j'avais beaucoup d'abonnés. Genre, c'est monté. C'est trop moi, quand je parle, tout le monde m'écoute et tout. Ils avaient fait un post qui ne me plaisait pas. D'abord, j'ai mis la publication en story. Ma communauté les a pyjama et puis je les taguais. Hein. Ma communauté les a pyjama. Sur Facebook, sur Instagram, on les a bien animés. Et quand je finis, le boss, il vient maintenant, il allume sa caméra, il est paf, 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 paf. Et c'est là, c'était pas un bad buzz, mais c'est une agence. Quand même. C'est une agence et je ne savais pas qu'il y avait l'envers du décor. C'est ça. Parce que si tu fais ça à une agence... Voilà, tu te fermes des portes quelque part. D'autres agences. Et c'est là où je me heurte à mes premiers noms sur de gros projets. Et je vois que par ici, par là, je dis, ah, petit, attention. Il y a l'envers du décor. Ouais, il faut faire doucement. Il y a l'envers du décor. Il faut être un peu humble. C'est très humble. Et c'est là... Je me dis que c'était une bénédiction pour moi parce que jusqu'à présent, je pensais même qu'il y a des créateurs de contenu aux millions d'abonnés qui ne se sont pas rendus compte de ça. Vous ne faites pas la pluie. Tant que tu ne fais pas la pluie, le beau temps, n'importe... En fait, il y a ce qu'on appelle l'arrière du décor. C'est ça. Donc, il y a eu déjà ça. Et il y a eu mon entourage autour qui m'a dit, mais si je suis accompagné des personnes très intelligentes qui ont essayé de me dire que, bon, là, tu commences à être connu. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas envie de te voir. C'est ça. Il y a une manière de faire. Et à chaque fois qu'il y a des bad buzz, on me disait, je ne veux pas te voir dans ça, je ne veux pas te voir dans ces... C'est là que je m'assois. Il faut savoir choisir tes combats. C'est là que je m'assois et puis je dis, bon, là, maintenant, je ne peux plus aller comme ça. Faut te structurer. Et c'est là que je m'assois, c'est là que je me structure. Puis j'ai dit, bon, moi, j'aime pas faire des trucs au hasard. Il faudrait que je sache l'envers du décor, là, c'est quoi. C'est comme ça que je veux travailler dans une agence. Finalement, je me décide à travailler dans une agence. Donc déjà, je essaie de faire ami-ami avec un peu les jeunes des agences et tout. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas travailler? Et c'est comme ça que j'avais un ami dans son agence où je travaille aujourd'hui. Il y avait un poste qui s'est libéré et puis j'ai décidé de postuler. Il m'a encouragé, j'ai postulé, j'ai passé l'entretien et puis voilà. Donc, et ça s'est bien passé. Je sais comment marche l'envers du décor. Donc tu fais attention, tu essaies d'être, de faire la part des choses. Oui. Et ça me forme beaucoup parce que je me rends compte que
la manière de se gérer. Quand j'ai appris à gérer les autres, parce qu'aujourd'hui, je peux gérer une influenceur, je peux gérer une marque, je me rends compte que il y a des choses qui ne se font pas au hasard. Peut-être des choses que je faisais avant qui étaient bonnes, mais qui se faisaient de façon spontanée au hasard. C'est ça. Faut les structurer, tu vois. Et c'est là que moi-même aussi, du coup, j'ai appris à mieux me gérer. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier partenariat, on va dire, en tant que les bricoles d'Andy, les bricoles gourmandes d'Andy? Le premier partenariat. Qui a... Je te gros. raconte mieux déjà. Ouais. Le premier gros. Bon, le premier et le premier gros. Le premier déjà, c'est que moi je suis arrivé, je ne voulais pas faire de partenariat parce que je me disais que j'avais 2000 abonnés, je vais au Maroc, quelle marque allait s'intéresser à moi. Je me disais que quand j'allais venir définitivement et j'allais avoir les 10 000 abonnés, j'allais faire les partenariats. Ouais, c'est à ce niveau-là que voilà, tu t'es dit que je me suis dit, parce que moi j'avais que 2. Et il y a une influenceuse, Karine, à qui je salue beaucoup mes délires en cuisine, qui m'appelle un jour. Que oui, je te suis, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu peux venir? Parce qu'au départ, il faut se dire qu'en cette année 2020-2021, c'était beaucoup plus les photos. Là, TikTok venait de sortir, mais les vidéos, c'était que sur TikTok. Les vidéos n'étaient pas encore sur Meta. Tu vois? Or, moi, je commençais à faire les vidéos, je filme. Donc, elle trouvait que je filmais super bien. Elle m'a dit, mais viens, tu vas me montrer comment tu fais. Et moi, tout naïf, j'accepte le rendez-vous. Elle est étonnée. Elle me dit, tu sais, d'autres créateurs n'auraient jamais accepté de venir me montrer comment filmer, tout ce qu'ils font. Leur secret. Moi, j'étais. Dis-moi, mais il te montrer que c'est quoi je fais jusqu'à. Non, moi, je comprenais pas pourquoi les gens. Toi, tu partages ton expérience, c'est naturel, c'est un truc simple. Je connaissais même pas les autres influenceurs, même. D'autres n'ont jamais accepté. On vient, on tourne, elle est contente, elle voit que c'est. D'autres, mais tu es humble, mais tu es ceci. Elle dit, mais dans ma tête, elle disait, mais la femme, elle souffre de quoi, même. Laurine, c'est ce que je me suis dit. Parce que, tu vois, pour moi, c'est. Oui, je te montre comment on filme, et puis après, moi, je rentre chez moi. C'est tout, hein. Je te file un coup de main et c'est tout. Pourquoi tu fais pas les partenariats? Tu sais pas, moi je suis étudiant, en plus j'ai pas le temps, qui va s'intéresser à moi? Et ouais, t'avais pas encore la vision voilà, de cette partie-là. Mais tu peux que... Est-ce que tu sais que tu as beaucoup suivi sur Facebook, que nous on t'apprécie beaucoup, on apprécie tes vidéos? Il a dit, donc on me suit là-bas et tout. Ah ok, d'accord. Donc c'est là que... c'est elle qui me fait venir mon premier partenariat. Je peux dire la marque? Oui, c'est déjà publié. Oui, avec Bonnet Rouge, c'était un jeu concours, l'annonce d'un jeu concours. Et mon premier cachet, c'était 150 000. Waouh, mais c'est la félicité. Le premier cachet, quel que soit le montant, c'est important. D'accord. Donc, déjà 150 000 francs, c'est encore étudiant. Pas mal, hein? Et en plus, en bas. En tout cas, j'ai eu tellement de partenariats dans cet ordre-là. Mais c'était quand même un gros pactole. Mais c'était un gros partenariat. C'était un gros pactole. C'était la première fois que je touchais cette somme-là. Au point où j'ai dû aller créer un compte en banque. C'est pour ça que j'ai ouvert mon propre compte en banque en fait. Tu vois, c'était en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, ok, là on commence à... Ça commence à... C'est bien. Après le celui avec Bonnet Rouge, les partenariats se sont enchaînés. Donc je dis, non, je peux faire des partenariats. Donc c'est comme ça en fait. Ah, c'est intéressant. Notre vidéo tire à sa fin. Andy, donc je ne sais pas si tu as un message ou des conseils à donner aux étudiants qui veulent aller à l'étranger, qui hésitent, ou bien à ceux qui veulent se lancer aussi dans la création de contenu. Donc voilà, la parole t'est donnée. Ce que moi je pourrais dire aux étudiants qui ont peur d'aller à l'étranger, c'est de ne pas avoir peur. Déjà, ça donne une certaine ouverture d'esprit qu'il n'y a pas. Vous allez apprendre à voir les choses sous un autre angle. Et le conseil que moi je donne à tout étudiant à l'étranger, apprenez à tirer le son de toutes les situations. C'est-à-dire quand tu vis un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, tire une leçon de cette situation-là. Si tu n'as pas tiré le son de cette situation, c'est que tu l'as vécu en vain. Ça, il faut savoir. Si tu as rencontré un ami, aujourd'hui c'est ton meilleur ami, tire une leçon. Comment on s'est rencontré? Quelle leçon je peux tirer de cette rencontre-là? Tu vois? D'accord. Et apprenez à vous entourer de belles personnes. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est mon entourage. Si j'étais avec des personnes qui ne pensaient qu'à la fête, chercher des femmes, aller faire ceci, aller faire cela, je ne pense pas que même aujourd'hui, je serais créateur de contenu. Même pas, en fait. C'est parce que j'étais avec des personnes hyper concentrées, mais hyper... Tu les connais plus ou moins. Bien sûr. Très concentrées, qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, quelque part. Donc, entourez-vous de bonnes personnes et tirez le son de toutes les situations qui vous arrivent. D'accord. C'est ce que je peux dire aux gens. D'accord, alors on était très heureux d'être en ta compagnie. Merci à toi. Et on espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu plus, de se revoir. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Andy. Voilà, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci.